juillet 1664. La Lune, vaisseau de 800 tonneaux et 40 mètres de long, fait partie d'une expédition de 60 bateaux et plus de 6000 hommes envoyés par Louis XIV depuis Toulon pour débarquer sur Djidjeli à l'est d'Alger. Leur mission, s'emparer de la cité portuaire et lutter contre les corsaires qui sévissent dans la région. Mais 3 mois après la prise de la ville, privé de renforts et assiégé par les Turcs, le corps expéditionnaire du roi Soleil abandonne et rembarque pour la France. Le 5 novembre 1664, la flotte se présente devant le port de Toulon. Il y a 8 compagnies d'un grand régiment, qui est le premier régiment de Picardie, à bord du navire, où il y a déjà plus de 300 marins, officiers, matelots. C'est-à-dire que dès le départ, l'opération de retour en France est mal engagée, avec un navire surchargé, avec des malades, avec des blessés. Et donc quand la Lune se présente devant Toulon, une nouvelle difficulté intervient. Il y a des bruits d'épidémies de peste d'origine levantine et également du littoral du Maghreb. Et donc, le Parlement d'Aix décide d'envoyer la Lune en quarantaine. L'intendant donc applique les ordres du Parlement d'Aix et décide d'envoyer la Lune dans les îles à une dizaine de kilomètres à peu près de Toulon. Le commandant décide d'appareiller et donc de faire route à l'est en se dirigeant vers la presqu'île de Gien. Le 6 novembre 1664, à seulement 5000 de Toulon, la Lune est prise dans une tempête terrible. Elle coule comme un bloc de marbre. Le Saint-Antoine, qui suivait la Lune de près, ne peut sauver dans le gros temps que 40 à 60 personnes. Verdille, le capitaine du bateau, est du nombre des survivants. Des centaines d'hommes sont portés disparus. Le naufrage était sans doute prévisible. Enfin, c'est vrai que le navire était déjà un vieux navire, plus de 20 ans d'âge. Donc ça, c'est déjà un premier facteur quand même négatif. Deuxième facteur négatif, c'était le fait que le navire était surchargé. 300 à 350 marins et à peu près 700-800 militaires, avec des blessés. Donc un navire surchargé, ça veut dire aussi des difficultés pour manœuvrer. Le troisième facteur, et ça les sources le montrent bien, c'est que le navire avait des voies d'eau, soit la surcharge, soit la vieillesse du bateau ont créé ces voies d'eau et qu'apparemment l'équipage avait du mal à épuiser l'eau avec les pompes du bord. Et puis il y a le problème de la tempête. Il y avait quand même une conjonction de facteurs de risque au moment où l'ordre est donné au commandant de la Lune d'appareiller de Toulon à destination des îles. Le navire a coulé en à peine quelques minutes et s'est posé à 90 mètres de profondeur. « 350 ans après, la partie supérieure a disparu. Mais en dessous de la ligne de flottaison, le navire a été enseveli avec tous ses trésors. Toutes les épaves sont de fabuleuses machines à rêve. Voilà. Toutes les épaves, quand on s'y intéresse, elles font fantasmer, elles font rêver. Et la Lune, elle fait partie d'un petit lot qui s'isole de toutes ces machines à rêver. Elles sont un peu hors du temps. C'est un ensemble clos, presque magique, magnifiquement conservé. Un tumulus de 42 mètres de long, 10 mètres de large, probablement parce qu'il est dans le sable, mais probablement de plusieurs mètres de hauteur. Et on voit les canons qui sont encore presque bien rangés. Le potentiel de cette épave, 1664, le début du règne de Louis XIV. Ce bateau revient d'une expédition, et donc c'est pas seulement un bateau avec un équipage de marins à bord, mais c'est un bateau qui transporte un corps expéditionnaire. C'est-à-dire que toute la variété des gens qui font une société se trouve à bord de ce bateau. On n'est pas juste quelques marins, c'est des officiers, des mousquetaires, des grenadiers, des piquiers, des lavandières, des mousses, voilà.
Un site qui est un cube gigantissime avec des dizaines de milliers, peut-être une centaine de milliers d'objets dont on voit déjà, quand on découvre le site, qu'ils sont en parfait état, magnifiquement conservés. La Lune, je dirais, elle est dans le top 10, très certainement. Aujourd'hui, même peut-être dans le top 5 des épaves les plus extraordinaires, aujourd'hui localisées dans le monde et qu'on pourrait étudier. Parti à l'aube de Marseille, l'André Malraux vient d'arriver à destination. Objectif, la Lune. Aujourd'hui, les archéologues du Drasme se préparent pour une mission de prélèvement d'objets sur l'épave. L'épave a été découverte en 1993. Pendant près de 20 ans, le site est resté inexploré. À 90 mètres de profondeur, y envoyer des plongeurs est inutile. À peine 20 minutes d'une telle plongée nécessiterait l'utilisation d'un mélange gazeux adapté et surtout contraindrait à observer des paliers de décompression de 2 heures avant de remonter. La première mission d'exploration a donc eu lieu en 2012 avec le concours de robots. Parmi eux, Perseo, un robot commandé à distance depuis la cabine du bateau. Équipé d'éclairage puissant, de caméras et d'un bras articulé muni de pinces capables de prélever des objets, c'est lui qui a déjà remplacé les humains au fond de l'eau lors des premières plongées sur l'épave. Il n'y a pas de sel dessus là. Du sel ? Ouais. Là, on est dans la phase des checks. Les checks matériels, c'est jamais simple. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas ou que l'on craint qu'il ne marche pas. Donc voilà, on est dans vraiment cette phase de préparatoire à la mise à l'eau. Donc en fait, c'est un check comme un avion, tout simplement. On vérifie que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de panne qui est intermittente avant de se mettre à l'eau. Alors, je vois toujours l'écran, il n'y a effectivement plus la barre rouge. On développe des appareils photo et des vidéos et des éclairages qui permettent vraiment d'éclairer, d'essayer d'établir les conditions optimum pour qu'on puisse faire ces images d'une manière confortable, sans souci. Là, en fait, on a des lumières additionnelles de grande puissance. En gros, on a 235 000 lumens par lumière pour vraiment éclairer le site d'une manière extrêmement forte. C'est bon, vas-y. C'est bon. Tiens, attention. Faut faire attention au câble quand il donne du mou, Denis. Là. Perseo est le premier à être mis à l'eau. Son rôle sera de cartographier le site et de photographier l'épave sous tous les angles pour la reconstituer en 3 dimensions. Ok, tu peux couler. Le robot est relié au navire par un cordon ombilical qui lui fournit son énergie, transmet les données et assure le retour vidéo en temps réel. C'est bon pour Denis, plongeur à l'eau? Denis, c'est bon pour toi? Un plongeur se met à présent en position juste devant le bateau pour aider à la mise à l'eau d'un tout nouvel engin, Speedy. Un mini-robot d'une trentaine de kilos conçu et construit par Vincent Creuse, chercheur au laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier. Speedy est équipé d'une toute nouvelle pince conçue en forme de longue griffe. Celles-ci ont été spécialement étudiées pour que Speedy puisse parvenir à saisir sans risque des objets que Perseo n'a jamais réussi à récupérer au cours des missions précédentes. Speedy sera relié par un câble à un robot support baptisé Léonard qui lui fournira son énergie et filmera le moindre de ses mouvements. Je vais m'accrocher au fond puis on va rebuter. Les archéologues pourront ainsi surveiller en temps réel les opérations depuis la cabine. Les 2 robots vont donc devoir être parfaitement synchronisés. Une première pour les pilotes. Speedy déposera les vestiges prélevés sur l'épave dans une grande caisse dont l'intérieur a été conçu pour accueillir avec précaution les objets qui dorment sous la vase depuis plus de 350 ans. En quelques minutes, la grue du bateau dépose la caisse au fond, à seulement quelques mètres du site de fouille. Si on est au-dessus de l'épave, on y est dans
sur des 4-5 mètres au-dessus de l'ancre. Dans la cabine du bateau, Francesco Di Domenico, le pilote de Perseo, vient de conduire le robot jusqu'à la Lune. On est à 80 mètres, on arrive. Ok. On y est. Ok. On est sur l'épave. Je te montre. C'est ça que tu vois là. Les restes du navire s'étalent sur 42 mètres de longueur et environ 10 mètres de largeur. Au cours des missions précédentes, les archéologues ont pu reconstituer un plan complet de l'épave et positionner les vestiges qui sont visibles sur le fond. En fait, le rov est là, voilà. On regarde comme ça. L'épave est enfouie sous un tumulus de 2 à 3 mètres de hauteur qui surgit du sol, des sédiments qui ont recouvert le navire au fil du temps. L'épave s'est posée à plat, puis elle s'est légèrement inclinée sur bâbord. Dans le périmètre du gisement, la vase fluide est semée de petits objets et de concrétions. On y décèle surtout les canons qui armaient le navire. On dénombre sur le site la présence d'au moins 36 canons, alignés presque dans leur disposition d'origine de chaque côté du vaisseau. Perseo doit d'abord poser au plus près des vestiges les mires qui serviront de maître étalon pour mesurer à distance les objets découverts. Target mire. Le robot peut alors commencer la première partie de la mission, effectuer une photogrammétrie du site. Une technique qui permet de reconstituer l'épave en 3 dimensions à partir de milliers de photos prises par le robot. Ça c'est le robot. C'est le déplacement du robot qui est suivi en permanence. On est en train de faire la photogrammétrie du site. Donc le robot en fait suit des lignes parallèles sur tout le site. En fait, il le quadrille de manière à pouvoir prendre des photos de l'épave sous tous les angles possibles, dans une couverture vraiment complète. Après, le logiciel traitera tout ça. J'aurais fait qu'un seul fichier, mais tu sais comme il affiche les... Fin de profil pour moi. C'est à présent au tour des robots Speedy et Léonard d'entrer en action. Francesco a positionné Perseo à quelques mètres de l'épave pour permettre à l'équipe de suivre le travail des 2 engins. Si, vas-y, stop, regarde. Stop, on est là. Ah, formidable. Les 2 robots sont en position. Speedy, armé de ses longues griffes, est prêt à prélever des objets. Léonard, au-dessus de lui, éclaire et filme la scène. Faut que tu descends, tu me laisses descendre, Christophe, parce que là, j'arrive pas à descendre. Vincent Creuse, le concepteur des 2 robots, pilote Speedy. Et Christophe Leclerc, qui pilote Léonard, doit le suivre sans le gêner. Traverse pas tout le site, reprends un peu du 30. Les 2 pilotes doivent se concerter en permanence pour faire travailler ce binôme. À leur côté, Michel Lourd dirige les opérations. C'est lui qui a préalablement repéré 3 vestiges très spécifiques qu'il souhaite prélever au cours de la mission. Tu suis le bord du Ça, on va pas trop vite là, parce que je peux pas te suivre. Chaque pilote doit jongler avec son joystick pour diriger son robot en accord avec les 2 autres engins. Ouais, vers le 45. Tu te déplaces vers le 45. Quand tu rentres dans le site, là, tu ne te déplaces pas vraiment comme Ah, je comprends pas. Montre-moi en sur fait, le plan. en fait, ce que je veux, voilà, tu es ici, et ce que je voudrais, c'est qu'on vienne ici. On est dans cette zone-là. Et là, je suis en train de regarder dans cette direction-là. Non, mais c'est bon, Non, si c'est tu bon, fais du c'est où 45, aller. fais du Alors, on va 45. dans le 45. Mais moi, je sais pas où aller. Non, mais attends, Christophe. Michel envoie les robots sur une zone de l'épave où se trouve le premier objet qu'il a choisi de récupérer. Pour Speedy, c'est l'heure de vérité. Avant cette expédition, à 90 mètres de profondeur, Vincent s'est entraîné des dizaines de fois en piscine pour se préparer à cette mission. Après quelques minutes, l'équipe atteint le mobilier archéologique à prélever. Il s'agit d'un pot entier qui semble être très bien conservé. Je vais l'attraper. Le pot est pris dans la vase. Les griffes de Speedy semblent avoir du mal à passer en dessous pour s'en saisir. J'arrive à le faire bouger, Attends, je vais le dégager. Toutes tes dents ne sont pas prises. Hein. Non, je sais, mais je le sors. Je le sors du sédiment et après, je vais le ressaisir. Et Christophe, tu vas m'aider à le porter. Tu as le soulevé tout à l'heure. Évidemment, ça soulève un peu de merde. Tiens, ce serait peut-être pas mal que tu m'aides en fait.
Les petits moteurs de Speedy ne lui permettent de soulever qu'un objet de 3 kg maximum. Les pilotes vont donc faire intervenir Léonard, positionné juste au-dessus. Objectif, combiner la puissance de ses moteurs à ceux de Speedy. Allez, je monte, je tire. Ok. C'est bon, tu me décolles. Impeccable. Il faudrait qu'on aille à la caisse de prélèvement. Tu arrives à rester en stand-by comme ça? Soulever sans encrasser les moteurs. Les deux robots n'ont plus qu'une vingtaine de mètres à parcourir pour accéder à la caisse. Au 45. Toi là. Bah dis donc, c'est gros, oui. Parce que la caisse, elle était pas si petite. Ouais, c'est bon. Donc c'est parfait. Ça y est. Tu reprends un peu d'altitude du coup. Ouais. Attends-moi, Ouais. laisse-moi monter d'abord. C'est bon. De l'autre côté de l'ancre, il y a du mobilier aussi. Après la réussite de cette première prise, l'équipe repart aussitôt pour prélever le deuxième vestige. Oui, oui. Je prends? Yes. Cette fois, il s'agit d'une bouteille en verre restée intacte malgré le naufrage. Voilà. Allez, je vais à la caisse. Laisse-moi te Jérôme, Oui. on est en train d'approcher. Ah oui, ça y est, je vois la caisse. Ok. Oula, il faut que j'avance doucement. Ouais. Quoique l'objet ne bouge pas du tout. Hein, c'est vrai. Attention, il y a du coax devant toi. Hein. Ouais, ouais. Il y a le est cap. très loin, il est très loin. Mais non, mais lui, il est. Descends, Christophe, s'il te Lui, il plaît. a le cap de la Ouais, je caisse. descends. Descends pas trop, voilà. Je descends tout doucement, moi. Tu restes bien sur ma gauche, voilà, comme ça, t'es bien. Alors, je vais la mettre sur la droite parce qu'on va peut-être en mettre d'autres à côté. Ouais. Allez, on dépose. Et voilà. C'est parti. Et on s'en va. Le prélèvement de la troisième pièce va mettre les robots à l'épreuve. Il s'agit d'un gros pot de céramique. Bon, le problème, c'est que je vais toucher le canon avec ma Avec le caméra, cul, ouais. mais c'est pas grave. Tu vois, il faudrait que ça rentre là-dessous. Ouais, ouais. Attention. Allez, il y va. Il y va. Il faut qu'on aille le poser et le reprendre correctement. Il y va, attends. Cette fois, Vincent et Christophe mobilisent toute la puissance des deux robots. Par contre, j'avance en le traînant comme une... C'est lui qui te tire. Eh, c'est bon. Allez, on monte. Je pense que c'est lourd, ça serait intéressant de le peser à l'arrivée. Route au 45. Bon, par contre, on le tient assez mal. Ouais. Tourne-toi vers la caisse. En face de toi. Et on va la mettre de l'autre côté, dans l'autre côté de la caisse. Christophe, tu peux avancer un peu par rapport à moi, s'il te plaît? Ouais, mais si j'avance, je te laisse redescendre. Ouais, on a un panier tout seul de l'autre côté, ouais. Où là, Michel? Ah, dans le premier bac, pas Avec dans le la bac. bouteille Non, pas avec cassée. la bouteille. Tu le mets dans le même s'il n'y a pas de panier. Avec la bouteille cassée. Ah non, comme ça, Ouais, comme en ça, vrac. ils sont. Voilà, parce que s'il bouge sur la bouteille, il explose avec le poids qu'il fait. D'accord. Faudra juste que tu passes en... Tu te recales au moment où je vais le lâcher pour pas que je remonte comme un ballon. Dernière difficulté, déposer l'objet en douceur en veillant à ce que Speedy, libéré de sa charge, ne remonte pas heurter Léonard. Il est posé par terre, il est posé par Pose-le, terre. on ressort. Voilà. C'est pas mal ça. Alors, donne-lui l'objet dans la caisse. Et... La pièce est en sécurité. Michel Lourd informe la passerelle de la fin des opérations. C'est OK pour vous partout? Bon, alors, ça va. Oui. OK, ben on ferme. C'est bon, Michel? Francesco, le pilote de Perseo, ferme la caisse. Ah, c'est beau. Vas-y, elle arrive bien dessus. Clac. Nickel. En quelques minutes, après avoir passé 3 siècles et demi sous l'eau, les 3 objets prélevés par les archéologues remontent à la surface. On va voir tout de suite si c'est bien fixé. Francesco, laisse-la monter un peu. Pour un archéologue sous-marin, tous les objets qui ont séjourné très longtemps
sous la mer, même si on a l'impression qu'ils sont presque solides, bien conservés, etc. Le raisonnement, c'est on est confronté à des grands blessés sur un champ de bataille. C'est-à-dire qu'il va falloir intervenir très vite, et peut-être que pour certains d'entre eux, on ne pourra même pas les soigner. Donc ils seront perdus, quoi qu'on fasse. Mais l'idée, c'est très vite de trier, de serrer les problèmes, de quoi il est atteint, comment on peut le soigner, quels moyens j'ai de le conserver, de le préserver, pour l'amener jusqu'au laboratoire où là, on disposera de toute l'ingénierie nécessaire pour le guérir. Quand ils sortent ces objets, j'ai 2 ou 3 questions que je me pose. C'est, tiens, c'est des céramiques catalanes, ou bien c'est des poteries qui viennent de tel atelier français. Donc c'est les circuits économiques, comment ce navire de Louis XIV, au fond, comment on l'alimentait en produits pour permettre la vie à bord, comment on se nourrissait, dans quoi on faisait cuire. Les objets récupérés sur le site de fouille ont été immédiatement placés en soins intensifs avec ceux des autres missions, plongés dans des bains d'eau saumâtre ou d'eau douce. Si on les laissait sans traitement, le sel accumulé depuis 350 ans les désagrégerait inexorablement en se cristallisant. Au fil des bains successifs, il faudra des semaines, voire des mois, pour que cet ennemi redoutable soit éliminé. Lila Reboul, spécialiste en conservation préventive, surveille jour après jour le processus de dessalement en mesurant les paramètres physiques de l'eau avec un conductimètre. Donc on trempe l'électrode dans l'eau et la conductivité va s'afficher ici. En haut, c'est le pH, la température, et là, on a la mesure de conductivité. Dans ce bain, on a 1251 microsiemens. Donc l'eau du robinet, elle sort à 500 microsiemens. L'eau de mer, on est à 3 millisiemens, donc 3000 microsiemens. Donc là, 1250, on est beaucoup plus salé que l'eau du robinet, mais c'est pas de l'eau de mer non plus. Donc on prend des mesures régulièrement. Donc ça augmente, et puis à un moment, ça va se stabiliser parce que l'eau va être saturée en sel, elle ne pourra pas contenir plus de sel, donc on changera l'eau. Et un jour, l'eau va plus absorber de sel parce qu'il n'y aura plus de sel dans les céramiques, et on va pouvoir les faire sortir de l'eau, les mettre à sécher. Et une fois qu'ils sont secs, donc on conserve évidemment toujours le numéro d'inventaire et la fiche de dessalage qui va être annexée dans tout le dossier lié à l'objet. Après plusieurs plongées sur le site de fouille, les archéologues ont prélevé des dizaines d'objets. Des récipients, de la vaisselle de table, des éléments de décoration dont les couleurs et les motifs ont survécu à l'épreuve du temps. Je suis ahuri aussi par la conservation des collections, parce que d'abord ce bateau il a quand même fait un plongeon de 90 mètres, il est venu quand même s'écraser sur le fond, et puis il y a eu un processus très lent pendant 3 siècles et demi, il y a eu un processus de dégradation du bateau, les structures se sont effondrées, le bateau s'est tassé, je pense que la Lune ça doit faire 3 ou 4 mètres de hauteur aujourd'hui, donc c'est un bateau de 5-6 mètres qui est réduit comme ça, et on voit d'ailleurs sur le côté, on voit des empilements de vaisselle sous le pont. Et donc tout ça pourrait être parfaitement détruit, et il faut savoir qu'au moment de ce chantier laboratoire, nous commençons très naturellement par fouiller la zone supérieure, c'est-à-dire celle qui est restée pleine eau, en plein dans l'eau, pendant 350 ans. Donc celle qui est la plus abîmée par la faune, la flore, etc. Et je constate que tout ce qu'on trouve, pratiquement, est en magnifique état. C'est-à-dire que je vois que là, j'ai une espèce de sphère de l'histoire maritime, technique, sociale du XVIIe siècle, parfaitement conservée. C'est un peu comme si, grâce aux machines que nous sommes en train de construire, on me donnait accès à la possibilité de visiter un musée qui est resté fermé pendant 350 ans. Parmi tous les objets remontés à la surface, l'un d'entre eux a une portée symbolique. Cette petite cloche dite de la timonerie. Elle marquait le rythme des quarts des marins et résonnait toutes les demi-heures à bord du navire. Parmi les 4 décors qui ornent l'objet, on distingue la Vierge à l'enfant, protectrice du royaume de France sous Louis XIII.
La cloche, c'est la vie, quelque part, à bord. La cloche, c'est probablement le dernier son qu'on a entendu à bord. C'est-à-dire qu'à un moment, on a probablement sonné l'ordre d'abandon, à moins que ça ait été tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de le faire, mais à ce moment-là, le simple mouvement du bateau, on a dû l'entendre. Donc la cloche, c'est un peu la dernière voix avant que tout s'éteigne. Au large de Toulon, à 90 mètres de profondeur, personne ne sait quels trésors sont encore cachés sous la vase 350 ans après le naufrage du bateau. La mission des archéologues est encore très loin d'être terminée.